Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode des 45 minutes de décryptage des fiches pédagogiques de la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la publication de son référentiel de certification. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la thématique évaluation de la gestion des risques et des vigilances et seront plusieurs à animer cette session. Donc Marion Lucas, chargée de mission, qui centralisera et partagera vos questions et remarques depuis le chat. Marion, est-ce que c'est OK pour toi ? Oui, bonjour à tous. Merci Marion. À mes côtés, Patricia Pavageau, qui est chargée de mission sur la mission des événements indésirables graves associés aux soins, mais pas que, et qui animera la séance à mes côtés. Bonjour. Et moi-même, Noémie Terrien, coordo responsable de Calirel Santé et fidèle animateur de ces 45 minutes, puisque nous sommes sur la 5e session. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, quelques éléments de principe sur ce format de 45 minutes de décryptage. Donc, il s'agit d'un temps web que nous proposons sous forme d'épisodes de 45 minutes, donc pour décrypter des fiches pédagogiques de la Haute Autorité de Santé, qui ont été publiées dans le cadre du référentiel de certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Donc, l'idée, c'est donc de faire une lecture partagée de chaque fiche pédagogique et d'y intégrer des éléments de ressources disponibles pour vous accompagner. Donc, l'objectif, c'est bien de favoriser la compréhension des attendus en matière d'appropriation et d'amélioration des pratiques professionnelles en établissement de santé. Donc, pour chaque 45 minutes, on suit systématiquement le plan de chaque fiche pédagogique en reprenant les enjeux, les principales données disponibles, le lien avec les attendus de la certification et les points de vigilance associés, et les ressources disponibles en région Pays de la Loire, alors par Calirel Santé, mais aussi par d'autres interlocuteurs régionaux, et notamment ce sera le cas pour cette fiche pédagogique. Alors, à noter que ce 45 minutes, il est enregistré, comme vous avez pu le voir. Il sera disponible à la fois sur notre page de site internet dédiée, et sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez déjà à votre disposition les 4 premiers épisodes. Et comme à chaque fois, cet épisode, il sera probablement disponible d'ici la fin de semaine. De la même façon, comme vous avez pu le voir, vos micros sont coupés. Vous n'avez pas la possibilité de les réactiver. Par contre, vous pouvez utiliser le chat, notamment pour nous faire remonter vos questions, puisque l'idée, c'est de prendre le temps en fin de session pour pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions, ou si nous n'avons pas le temps, ou s'il y a des questions pour lesquelles nous n'avons pas d'éléments de réponse, ça nous permet, nous, d'alimenter une foire aux questions qui sera publiée sur le site internet de Calirel Santé. Donc, on est dans le vif du sujet sur la fiche pédagogique intitulée « Gestion des risques et des vigilances » qui est proposée par la Haute Autorité de Santé. Et en fait, il faut savoir que cette fiche, elle aborde deux notions essentielles. La gestion des risques et les vigilances sanitaires. Donc, la gestion des risques, on est bien sur une démarche qui, appliquée au secteur de la santé, il est vraiment dans une démarche d'assurer la sécurité des patients et des soins qui sont délivrés, notamment en particulier la diminution du risque de survenue d'événements indésirables et la gravité de leurs conséquences. Alors, ce qui est important de mentionner ici, c'est que la gestion des risques n'est pas strictement celle appliquée au domaine des actes de soins. La fiche pédagogique, et on le verra dans les rubriques associées, elle englobe l'ensemble des risques inhérents aux activités en établissement de santé. Alors, en d'autres termes, ça veut dire que la gestion des risques telle qu'attendue par la Haute Autorité de Santé, elle ne se limite pas à la gestion des risques associés aux soins, mais à l'ensemble des domaines de risque liés aux activités dites hospitalières. Alors, on va y revenir juste après dans la présentation, notamment des rubriques de cette fiche pédagogique. La deuxième notion abordée est celle des vigilances sanitaires, donc, qui représente la veille permanente sur un certain nombre de risques dits réglementaires et associés aux soins, que ce soit des produits ou des biens thérapeutiques. Et les vigilances sanitaires, elles visent à des démarches de signalement, de traitement, d'investigation et de traçabilité, ainsi que la réponse aux alertes sanitaires dites descendantes. Donc, on est vraiment sur une approche qui va, autour de du périmètre de cette fiche pédagogique,
comprendre la gestion des risques à l'échelle globale de l'établissement. Donc, on va avoir des risques qui seront associés aux soins et des risques qui seront plus dans le domaine, dans la sphère de l'environnement et la sphère externe à l'établissement. Alors, pour mieux comprendre le périmètre de cette fiche pédagogique, ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer sur les grands domaines de risque en établissement de santé, tels que ceux qui ont été présentés dans le guide de la Haute Autorité de Santé en mars 2012. Alors, en effet, quand on regarde ce schéma, on voit qu'on a une approche des grandes catégories de risques en établissement de santé et on y retrouve au centre le patient et les sphères de risque qui gravitent autour de ce dernier. Donc, on a la sphère des risques associés aux soins, qui est évidemment la plus proche des activités de soins délivrés à l'hôpital. L'environnement, qui est en bleu un petit peu plus clair, correspond à l'environnement des risques liés à l'environnement qui gravitent dans les organisations des établissements de santé. Et puis, on a les risques dits externes qu'on retrouve en sphère périphérique. Donc, cette présente fiche pédagogique, elle va zoomer sur plusieurs thématiques qui vont faire l'objet d'une attention particulière par la Haute Autorité de Santé lors de sa visite de certification. Et cette fiche pédagogique, elle aborde dans un premier temps la notion d'identification du patient, la notion de mise en application des vigilances sanitaires, la déclaration et l'analyse des événements indésirables associés aux soins, l'information du patient sur les produits sanguins labiles, les bonnes pratiques transfusionnelles, la maîtrise des risques environnementaux et les enjeux du développement durable, et enfin, l'évaluation de la satisfaction et de l'expérience patient. Alors, on voit qu'on a une partie des domaines de risque inhérents aux activités hospitalières, mais l'ensemble des domaines de risque doivent bien entendu être pris en compte dans la dynamique qualité et gestion des risques de l'établissement. Et elles feront l'objet d'une attention particulière lors de la visite de la certification, notamment par d'autres démarches d'investigation, et je pense notamment aux risques médicamenteux, aux infections associées aux soins ou encore à la gestion du dossier patient et bien d'autres domaines de risque. En fait, cette fiche pédagogique, elle vise à avoir une approche systémique qui va composer le fil conducteur des enjeux de la gestion des risques en établissement de santé. Quels sont donc ces enjeux nationaux autour de cette thématique? Il s'agit de mettre en place une démarche de gestion des risques pluriprofessionnels, d'identifier l'ensemble des risques, les analyser et les traiter, pour assurer un retour d'expérience aux équipes, maîtriser aussi les vigilances sanitaires, garantir une identification correcte des patients tout au long de leur parcours de soins et renforcer la sécurité transfusionnelle. Voici donc quelques données relevées par la Haute Autorité en santé, nous invitant à nous intéresser au sujet de gestion des risques et des vigilances. L'enquête sur les événements indésirables graves associés aux soins ENEIS en 2009 faisait état de 275 à 395 000 événements indésirables graves par an, soit 6,2 événements indésirables graves pour 1000 jours d'hospitalisation, ce qui ramené à un service de 30 lits correspond à un événement indésirable grave tous les 5 jours. Et parmi ceux-là, un tiers des événements indésirables graves sont considérés comme évitables. Dans son rapport en 2015, la HAS identifie 3 causes majeures à ces événements: le travail en équipe, les tâches à accomplir et aussi le patient. Ce même rapport met en évidence la fréquence et les conséquences potentiellement graves des erreurs d'identité, parmi lesquelles on retrouve les erreurs de site opératoire, les erreurs lors du traitement, les erreurs associées aux résultats biologiques et les erreurs transfusionnelles. Enfin, l'ANSM, dans son rapport d'activité d'hémovigilance de décembre 2018 qui porte sur plus de 500 000 patients transfusés chaque année, alerte sur l'importance du risque immunologique transfusionnel qui est maintenant supérieur au risque infectieux.
Alors, les éléments en préambule nous semblaient vraiment nécessaires afin d'avoir la clé de lecture des critères du référentiel qui sont associés à cette fiche pédagogique. Alors, pour mémoire, et vous êtes probablement sans le savoir, il y a 3 niveaux d'attendus pour chaque critère. Des niveaux impératifs. Globalement, la Haute Autorité de Santé dit ce qui n'est plus acceptable de ne pas atteindre en termes de niveau d'exigence au sein d'un établissement de santé. Et ces critères-là peuvent entraîner une décision majeure au regard du niveau de certification de l'établissement de santé. Les critères dits standards, alors ce sont les attendus classiques de la certification, en d'autres termes, la cible à atteindre. Et enfin, les critères avancés. Il s'agit de sortes de thématiques d'impulsion. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'exigence au travers de ces critères-là, mais ce sont des potentiels attendus de demain. Donc, au sein de cette fiche pédagogique, on retrouve donc 10 critères qui sont associés, dont 2 critères impératifs. Et on passera un petit peu plus de temps sur ces 2 critères impératifs. Alors, tout d'abord, on a le volet sur le pilotage en lien avec le programme qualité et sécurité des soins, qui va être d'investiguer du point de vue des résultats la mise en œuvre de la politique et de l'organisation, de la qualité et de la gestion des risques au sein de l'établissement. Donc, ce dernier il va être décliné en programme et ceci en associant les professionnels et usagers. Mais nous avons prévu de faire un zoom spécifique sur ce critère et il s'agit bien d'un critère impératif. Les critères qui sont associés à la mise en œuvre sur le pavé action, ce sont les critères qui sont au plus près des pratiques. Donc, il s'agit donc ici de considérer que les organisations, elles sont mises en place, elles existent, elles ne seront pas systématiquement investiguées, mais elles vont permettre, dans les observations que feront les experts visiteurs, elles permettront de pouvoir identifier que les professionnels se sont appropriés les sujets en lien avec l'identification du patient, la mise en application des vigilances sanitaires, le retour d'expérience autour des événements indésirables associés aux soins et les événements indésirables graves associés aux soins, qui constituent là aussi un critère impératif du nouveau référentiel, l'appropriation des enjeux au travers des risques environnementaux et du développement durable, la maîtrise des bonnes pratiques transfusionnelles et l'information du patient sur les produits sanguins labiles. En résumé, les critères associés aux actions, ils seront évalués au sein des équipes de soins, notamment, et en particulier par les méthodes dites traceurs. On va retrouver des patients traceurs, des traceurs système et des parcours traceurs. Enfin, le volet évaluation, il s'intéresse plus spécifiquement à la manière dont les résultats vont être mobilisés en lien avec l'évaluation de la satisfaction et l'expérience patient, les indicateurs obligatoires, les X, la pertinence des transfusions et le taux de destruction des produits sanguins labiles. Alors, au regard de la gestion des risques globales d'un établissement, donc ce qui fait le lien avec le critère impératif pilotage au travers du programme qualité et sécurité des soins, on a bien entendu dans le volet action et dans le volet évaluation un certain nombre de critères qui ne sont pas mentionnés dans cette fiche, mais qui seront bien entendu attendus et partie intégrante de la gestion des risques de l'établissement. Je le citais tout à l'heure, notamment les sujets en lien avec le médicament, le risque infectieux ou encore la gestion du dossier patient. Alors, ce qu'on vous propose, avant d'aller dans chaque rubrique des fiches pédagogiques, c'est de pouvoir zoomer plus spécifiquement sur le critère impératif relatif au programme qualité et sécurité de soins. Alors, ce critère, il est investigué de 2 façons. Un parcours traceur qui vise à apprécier la façon dont les résultats des indicateurs qualité et gestion des risques sont mobilisés au niveau des instances. Donc, on va parler de la commission médicale d'établissement ou en commission des soins infirmiers de rééducation et médico-technique quand elles existent. Et au sein des équipes, avec une organisation qui va permettre de discuter des indicateurs et de mettre en place des actions d'amélioration. Alors, cela fait appel aux indicateurs obligatoires, les X, mais aussi aux résultats des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles qui sont mobilisées à l'échelle des équipes de soins. Et ce qu'on a abordé
lors de notre 45 minutes de décryptage le 23 septembre sur toute la partie pertinence, culture de la pertinence. C'est comment les équipes vont mobiliser les résultats des indicateurs pour mettre en place des actions d'amélioration. On va avoir de l'autre côté un audit système qui va apprécier la définition des objectifs et du programme, ainsi que les plans d'action associés, qui font notamment l'objet d'une présentation en CDU. Donc là, c'est un critère qui va être à la fois investigué au plus près des équipes et auprès des patients, mais aussi en interrogeant notamment les éléments de gouvernance, comment les organisations sont mises en place, non pas en termes de structuration, mais en termes de capacité à pouvoir échanger sur les résultats des démarches d'indicateurs. Alors, pour faire le parallèle avec les ressources disponibles, notamment par la Haute Autorité de Santé, la HAS avait publié en mars 2012 un guide sur la gestion des risques associés aux soins qui donnait un certain nombre de repères organisationnels et culturels en lien avec les programmes qualité et gestion des risques. Donc, on va y retrouver dans ce guide tous les éléments de structuration et d'organisation des programmes qualité et gestion des risques. Et on va notamment voir apparaître la dimension culturelle de la façon de mobiliser les indicateurs, les résultats pour définir des plans d'action et investiguer cette culture sécurité, c'est-à-dire cette culture partagée entre professionnels, gouvernance et patients et usagers, des résultats pour améliorer la qualité et la sécurité des patients. Pour mémoire, ce guide de mars 2012, on en avait, dans le cadre de notre communauté de pratique management de la gestion des risques associés aux soins, on en avait fait une lecture descriptive, un décryptage. En 2013, on faisait déjà des sortes de décryptage pour lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des conclusions sur notre site internet et notamment des outils ressources qui vous permettent, sur le volet des programmes qualité et sécurité des soins, des outils qui vous permettent de faire un état des lieux des domaines de risque en établissement de santé et puis une évaluation de votre stratégie et de vos programmes qualité et gestion des risques. Alors, on va passer tout de suite à la première rubrique de la fiche pédagogique sur la cible du risque sur l'identification du patient. Donc, cette fiche pédagogique cible l'identification du patient sur l'ensemble des étapes du parcours. Sur ce sujet, on retrouve 2 points d'attention principaux. Le premier concerne l'existence d'une charte d'identito-vigilance au travers laquelle la politique institutionnelle d'identification des personnes soignées est déclinée. Cette politique est bien sûr adaptée à la taille de l'établissement et à la complexité des prises en charge réalisées. La charte décrit les moyens mis en œuvre en termes de processus, procédures, ressources humaines et moyens techniques et précise les lieux et les professionnels autorisés à créer l'identification des patients. Le second point d'attention s'intéresse au contrôle de l'identité du patient tout au long de sa prise en charge. Il s'agit de s'assurer que l'on réalise le bon soin au bon patient à tout moment. Concrètement, il est important que les professionnels mettent en œuvre et connaissent et mettent en œuvre les modalités qui sont définies dans la charte, particulièrement à l'entrée avec la création du dossier ou à son ouverture et en association la mise en place du bracelet d'identification. Et ensuite, à chaque étape clé du parcours de soins, dont les moments d'administration des médicaments, les transports internes, au cours des actes interventionnels, ce qui est relatif aux examens complémentaires et à la sortie, avec la remise des documents, au moment de la remise de ces documents aux patients. Alors, vous n'êtes probablement pas sans savoir que depuis le 1er janvier 2021, l'identifiant national de santé est obligatoire et que l'acte d'identification du patient fait partie de la prise en charge et constitue la première étape du processus qui se prolonge tout au long du parcours de soins, avec plusieurs objectifs, comme a pu le citer Patricia, garantir la qualité et la sécurité des prises en charge,
faciliter et sécuriser le partage entre professionnels, réduire l'impact médico-économique induit par les problématiques d'identitovigilance, erreurs, doublons, etc. et faciliter l'échange et le partage d'informations en s'appuyant sur une identité fiabilisée. Il y a bien entendu un enjeu de rapprocher la démarche de déploiement de l'identifiant national de santé aux démarches de gestion des risques associés aux soins. Alors, pour ce faire, vous savez très certainement que le déploiement de l'identifiant national de santé, il est assuré en région Pays de la Loire par le GCS e-santé, qui apporte un appui à la mise en place de la stratégie d'identité-vigilance dite primaire au sein des structures, aux démarches d'intégration d'identité nationale de santé, et puis le lien avec les éditeurs pour le volet technique, et une collaboration avec la cellule régionale d'identité-vigilance et entre autres avec Calirel Santé. Il y a de nombreux webinaires qui sont organisés par le GCS e-santé pour justement comprendre et mettre en œuvre cet identifiant national de santé et faire le lien avec à la fois les enjeux numériques, mais aussi les enjeux de gestion des risques. Alors, sur la deuxième rubrique de notre fiche pédagogique, on parle de la mise en application des vigilances sanitaires. Donc, cette rubrique s'intéresse à certaines vigilances sanitaires que vous connaissez puisqu'elles ont été instituées par la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et modifiée ensuite par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. Donc, ces vigilances sont la pharmacovigilance, la matériau-réactovigilance, puisqu'elles sont souvent associées, l'hémovigilance, la biovigilance et l'infectiovigilance. Chaque vigilance réglementaire doit être organisée selon un circuit précis, avec un signalant, un correspondant, une instance locale, en articulation avec les instances régionales et nationales. L'ANSM est chargée de coordonner les vigilances sanitaires. La surveillance du risque infectieux est quant à elle attribuée à Santé publique France et la biovigilance relève de l'Agence de biomédecine. Concernant ces vigilances sanitaires, il est attendu que les professionnels connaissent leur fonctionnement en interne, à savoir qui sont les responsables identifiés pour chaque vigilance, les modalités de déclaration des signalements et comment sont gérées les alertes descendantes. Alors, sur le sujet des vigilances dites réglementaires, il y a maintenant, depuis l'évolution des textes et des organisations des vigilances en France, dans chaque région, un réseau régional des vigilances et d'appui qui vous permet de pouvoir disposer dans la région d'un interlocuteur pour chacune des vigilances dites réglementaires. Et ce réseau régional de vigilance et d'appui, il se réunit régulièrement pour organiser et mutualiser des actions et se rencontre de façon mensuelle autour de réunions régionales de sécurité sanitaire. Donc, en région Pays de la Loire, pour chacune des vigilances sanitaires, il y a un interlocuteur régional, à la fois pour tout ce qui est produits de santé, mais aussi les vigilances dites pratiques, et notamment les événements indésirables graves associés aux soins, pour lequel Calirel Santé est votre interlocuteur. Alors, ce réseau régional de vigilance et d'appui, c'est un réseau qui gagne à être connu. Et vous avez pu voir défiler sur la petite slide la première journée régionale pour les vigilants qui aura lieu le 3 février 2022 à Angers et qui va permettre de mieux comprendre les ressources régionales qui peuvent être à disposition, notamment de vos référents locaux autour des vigilances sanitaires. Alors, si on regarde plus spécifiquement sur le volet qui va nous intéresser, et Patricia en dira quelques mots, sur les événements indésirables associés aux soins et les événements indésirables graves associés aux soins, ce qui va être important et ce qui va être particulièrement regardé, ça va être la distinction qui est faite, et l'articulation qui est faite entre la vigilance réglementaire dite événements indésirables graves associés aux soins
et le dispositif interne de gestion des événements indésirables associés aux soins. Donc, la fiche pédagogique repositionne les 2 définitions associées sur l'événement indésirable associé aux soins, qui est un événement inattendu, qui perturbe ou retarde le processus de soins ou impacte directement le patient dans sa santé. Et cet événement, il est consécutif aux actes de prévention, de diagnostic ou de traitement. L'événement indésirable grave associé aux soins, il est caractérisé aussi par son caractère inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne, et dont les conséquences sont graves, c'est-à-dire le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris d'une anomalie ou une malformation congénitale. Que ce soit pour un événement indésirable associé aux soins dans le cadre du dispositif de gestion interne des établissements ou de déclaration externe sur le portail national, il est attendu que notamment la méthodologie à mobiliser, elle réponde aux attendus de la Haute Autorité de Santé et notamment de l'approche systémique en mobilisant la méthode Alarme. On en reparlera tout à l'heure, mais la semaine dernière a été publié un guide FORAP HAS sur l'analyse des événements indésirables, vous permettant d'appuyer, d'avoir une méthodologie concrète pour investiguer ces événements indésirables. On vous a remis aussi le petit schéma qui est derrière au verso d'une de nos BD et qui a été repris aussi sur le portail par l'Agence régionale de santé pour bien distinguer les différents niveaux d'échelon en matière d'événements indésirables graves associés aux soins. L'échelon local qui appartient à la structure et qui va être propre de la gestion des risques internes de l'établissement en termes d'analyse et de retour d'expérience. L'échelon régional et national qui va traiter les événements indésirables graves associés aux soins qui relèvent du décret de novembre 2016. Alors, la déclaration et l'analyse des événements indésirables, elle doit donc comprendre ces 2 composantes qui font à la fois appel à une organisation interne pour la gestion des risques qui est propre à la structure et à une remontée externe pour les événements indésirables graves associés aux soins qui va répondre à la définition nationale. Faisant l'objet d'un critère impératif, on va zoomer plus spécifiquement sur cette thématique. Donc, l'aspect premier à regarder sur la déclaration et l'analyse des événements indésirables en lien avec celui-ci est celui qui est fondamental du partage de la culture juste au sein de la structure. La culture juste est une partie intégrante de la culture sécurité. Anthony Stein, lors du séminaire ISQUA 2 septembre 2021, a défini la culture sécurité comme un ensemble cohérent et intégré de comportements individuels et organisationnels fondés sur des croyances et des valeurs partagées qui cherchent continuellement à réduire les atteintes aux patients. James Reason, en 1999, lui définit la culture juste comme une culture qui repose sur une politique de réponse claire et équitable à la survenue des événements indésirables associés aux soins. Cette politique, si elle est connue et partagée par l'ensemble des managers de la structure, favorise une posture homogène auprès des professionnels à tous les niveaux de hiérarchie et ses composants sont repérables à toutes les étapes de la démarche de gestion des événements indésirables associés aux soins. Une atmosphère de confiance encourage les collaborateurs à fournir les informations essentielles à la sécurité. À l'étape de déclaration, elle influence donc considérablement le signalement et l'alerte des professionnels, mais une information claire sur la ligne qui sépare les comportements acceptables de ceux qui ne le sont pas est aussi importante. Il est en effet largement démontré que l'un des freins à la déclaration des événements indésirables associés aux soins reste la peur des représailles et la sanction disciplinaire. Enfin, un retour au déclarant par une communication sur le traitement des déclarations est aussi très importante. Un autre domaine révélateur de cette posture est celui des attitudes liées au travail en équipe, au travers des modalités mises en œuvre pour la résolution de conflits, de l'expression possible du risque perçu, oser dire, des contributions au processus de décision
et dans la recherche de cohésion d'équipe. L'appropriation de la gestion des événements indésirables par les professionnels passe par leur sensibilisation au signalement, leur connaissance du système de déclaration interne et aussi leur connaissance du dispositif de déclaration sur le portail national. Comme le disait Noémie tout à l'heure, l'interne et l'externe sont importants. Il est important sur la déclaration externe que les professionnels sachent ce qui doit y être déclaré, par qui, et est-ce qu'éventuellement en interne, il y a une coordination d'organiser pour cette déclaration. À l'étape d'analyse, la participation effective des professionnels au CREX, RMM, aux autres analyses de type alarme relatifs aux événements indésirables associés aux soins, ainsi qu'à la mise en œuvre des actions d'amélioration issues de ces analyses, sont autant d'indicateurs qui montrent l'appropriation effective de la démarche au sein des secteurs d'activité. Enfin, la connaissance relative aux événements indésirables associés aux soins et aux événements indésirables graves associés aux soins qui existent au sein de la structure, apportée par la communication interne mise en œuvre, est un autre axe révélateur du niveau de culture partagée. Nous allons maintenant vous présenter quelques repères et ressources mis à votre disposition par Qualirel Santé. Il semble important de vous préciser sur ce domaine que l'ensemble des ressources est fondé sur la méthode référence alarme, méthode préconisée pour l'analyse approfondie des causes des événements indésirables des systèmes de soins. Bien l'importance d'articuler et de bien distinguer la démarche de gestion des risques internes autour des événements indésirables associés aux soins et ce qui relève de la vigilance réglementaire. Alors, on va passer sur une autre rubrique de la fiche pédagogique qui est l'information du patient sur les produits sanguins labiles et les bonnes pratiques transfusionnelles. Donc, cette fiche s'intéresse aux produits sanguins labiles, ceux qui sont issus du sang d'un donneur avec une durée de vie limitée, donc les concentrés globulaires, les plaquettaires, le plasma. Ces produits relèvent effectivement de l'hémovigilance
Ils sont bien sûr à distinguer des médicaments dérivés du sang, albumine, immunoglobuline, facteurs de coagulation, qui sont, eux, des produits stables. Ces derniers sont soumis aux mêmes exigences que les médicaments et encadrés par les règles de pharmacovigilance particulières. Ils relèvent donc des critères liés au circuit du médicament en général que l'on retrouve au sein du manuel de certification. Donc, dans le domaine des produits sanguins labiles, les points d'attention portent sur 2 thèmes. Le premier est celui de l'information du patient. Tout d'abord, l'information donnée au patient est recherchée auprès des professionnels. Celle-ci doit être adaptée à la situation et permettre le recueil du consentement du patient. Pour cela, les informations à donner au patient concernent la nature des produits à transfuser, les bénéfices-risques, les éléments de surveillance post-transfusionnelle. Et ensuite, bien sûr, la traçabilité écrite de l'information donnée dans le dossier sera aussi regardée, dont le recueil du consentement. Le second thème est celui des pratiques professionnelles, des bonnes pratiques transfusionnelles. Celles-ci concernent tout d'abord le contenu des dossiers transfusionnels, transfusion antérieure, info du patient, les différents courriers, les prescriptions des produits, les fiches de distribution nominatives, la fiche transfusionnelle, les examens biologiques pré- et post-transfusionnels et, le cas échéant, les fiches d'incidence, s'il y en a eu. Enfin, le dossier clinique sera aussi regardé avec, là aussi, la traçabilité des éléments de surveillance clinique, donc les paramètres vitaux. L'attention est portée sur la régularité de cette surveillance au regard des recommandations de bonne pratique, particulièrement sur les 15 premières minutes et ensuite intervalles réguliers. Ces éléments d'attention ont pour objectif d'évaluer la connaissance des équipes relative aux principales complications transfusionnelles et aux modalités de leur prise en charge. Donc, à savoir les complications de surcharge, TACO, surcharge circulatoire et édème aigu du poumon, et les complications immunologiques, TRALI, qui sont des complications immunologiques évoluant vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë et qui représentent la 3e cause de décès post-transfusion. L'aspect évaluation des pratiques transfusionnelles sera aussi abordé avec un regard particulier sur les pratiques d'évaluation de la pertinence des indications de transfusion mises en œuvre et le suivi des taux de destruction. Merci Patricia. L'avant-dernière rubrique de la fiche pédagogique, en quelques mots, il s'agit de la maîtrise des risques environnementaux et des enjeux du développement durable, avec trois dimensions du développement durable qui sont applicables aux établissements de santé: la préservation de l'environnement, l'équité sociale et sociétale et l'efficacité économique. Notamment qui sont en lien avec la Convention relative au développement durable de mai 2017, qui aborde à la fois le volet managériel du développement durable, la communication, le bien-être et la santé, les achats responsables, la préservation des ressources, la gestion des déchets, la mobilité durable et les systèmes d'information. Donc, la Haute Autorité de Santé en a fait un critère bien spécifique et qui sera évalué dans le cadre de la gestion des risques globales de l'établissement, en observant auprès des équipes les actions de sensibilisation qui sont menées auprès des professionnels, notamment qui peuvent influencer les comportements en termes de développement durable, et l'existence d'un plan d'action issu d'un groupe de travail piloté par un référent. Donc, ce sera autour des risques environnementaux et des enjeux du développement durable. Ce seront des démarches qui seront investiguées au travers des observations et des entretiens avec les équipes au travers des parcours des patients traceurs et des traceurs systèmes. Alors, en région Pays de la Loire, vous le savez, Calirel Santé, ce n'est pas son champ de compétences, mais on a la MAPES. Vous avez une ressource autour de la MAPES qui a mis en œuvre tout un champ d'accompagnement et d'appui aux établissements de santé sur le domaine du développement durable et qui projette de mener des actions début 2021 pour notamment accompagner les établissements à la réponse aux critères du référentiel de certification des établissements de santé autour de la maîtrise des risques environnementaux et des enjeux du développement durable. Mais on voit ici, avec l'intégration de cette
thématiques dans la fiche globale de gestion des risques et des vigilances que le développement durable fait partie intégrante de la gestion des risques des établissements de santé. Et enfin, pour finir, la dernière rubrique de la fiche pédagogique. C'est l'évaluation de la satisfaction et de l'expérience patient. Si cette rubrique est placée ici, dans cette fiche, c'est qu'elle vise à intégrer les aspects plaintes et réclamations, expérience des patients au sein de la démarche globale de gestion des risques. Il est attendu que les professionnels soient attentifs et associés au recueil, à l'analyse et au plan d'action de ces domaines. De même, la place des représentants des usagers ainsi que l'implication des équipes dans la mise en place des recommandations de la CDU est à explorer. Ce dernier sujet a été abordé lors de notre dernier 45 minutes évaluation de la culture de la pertinence et du résultat. Et il sera complété lors des 2 prochains 45 minutes du 16 novembre en partenariat avec la France Asso Santé. Merci Patricia. Alors, on arrive à la fin de la lecture descriptive de cette fiche pédagogique, comme vous l'avez pu remarquer, qui est une fiche pédagogique un petit peu particulière, puisqu'elle se veut avec une approche systémique de la gestion des risques, mais aborde une portion des domaines de gestion des risques qui relèvent une attention particulière pour les établissements. Ce qu'il faut retenir de cette fiche pédagogique, c'est l'enjeu des 2 critères impératifs autour des programmes qualité et gestion des risques et autour du sujet des événements indésirables associés aux soins et des événements indésirables graves associés aux soins. L'enjeu étant vraiment d'avoir cette approche système et globale de la gestion des risques en établissement de santé et qui ne s'arrête pas uniquement à la gestion des risques associés aux soins, mais qui comprend bien l'ensemble des risques inhérents aux activités à l'hôpital. Donc, on vous remet ici la diapo où toutes les références qui ont permis à la HAS de constituer cette fiche pédagogique sont retranscrites, pour lequel nous, on vous propose de rajouter 2 références qui nous semblent incontournables. La référence qu'on a pu vous citer sur le guide, le mode opératoire de l'analyse des événements indésirables associés aux soins, qui a été publié la semaine dernière par la Haute Autorité de Santé et qu'on vous invite vraiment à diffuser auprès des équipes, notamment en charge du pilotage des CREX, des RMM ou de l'analyse des événements indésirables. Et la deuxième ressource, qui est un webinaire d'1 heure qui a été proposé par l'ISQOA, donc qui est en langue française et qui est animé par Denis Herbiot et Anthony Stein, qui aborde la question de la culture organisationnelle et la culture juste. Comme vous le savez, on n'utilise plus le terme culture positive de l'erreur, mais culture juste pour la juste réponse à l'erreur en lien avec les événements indésirables associés aux soins. Donc, on vous a mis les liens et on vous mettra bien entendu sur le site internet les liens vers ces 2 ressources complémentaires. Donc, on arrive à la fin de nos 45 minutes. Il est 17h44. Donc, peut-être juste le temps de prendre 1 ou 2 questions, si toutefois il y en a, et de vous dire, pendant que Marion récolte les questions, de vous dire que nos 2 prochains épisodes auront lieu le 16 novembre prochain avec France Asso Santé, à 13h sur l'évaluation de la gestion des droits des patients et à 17h sur l'évaluation de l'engagement des patients et des usagers. Donc, à 2:45 minutes le même jour, en partenariat avec France Asso Santé. Et peut-être, Marion, tu as une petite question pour être dans le timing des 45 minutes. Non, je n'ai pas de questions, mais je vous ai partagé sur le chat tous les liens. Donc, si vous voulez récupérer tous les liens pour pouvoir les regarder maintenant, vous avez tous les liens sur le chat et vous les retrouvez bien sûr sur le site de Cahiers Santé. Merci infiniment, Marion. Eh bien, dans ce cas-là, on vous propose, comme on le fait traditionnellement, de laisser la salle ouverte. On va vous passer le petit teaser de nos 2 prochains épisodes pour que vous puissiez noter le thème, la date et les horaires. Et puis, on laisse la salle ouverte encore 5 minutes pour que chacun puisse nous poser ses questions. Donc, on vous remercie sur une fiche pédagogique pas simple à aborder. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour toute question en lien avec les programmes gestion des risques, qualité et gestion des risques. À très bientôt à tous. Au revoir.